Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Parlement européen où vient de s'achever la session plénière d'avril. Cette semaine, les eurodéputés ont débattu encore et toujours du soutien à l'Ukraine, de la défense au cœur des préoccupations des Européens, mais il a aussi été question d'industrie stratégique et plus spécialement d'extraction de minerais comme le lithium, non pas en Chine ou en Amérique latine, mais bien chez nous, y compris en France. Pour en parler avec nous, 3 eurodéputés. Marina Mezure, eurodéputée du groupe La Gauche, bonjour. Bonjour. Dirk Goetting, bonjour. Vous êtes député européen néerlandais du groupe du Parti populaire européen. Et Thomas Pellerin-Carlin, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé du groupe socialiste et démocrate. Alors, la semaine dernière, le commissaire européen français Stéphane Séjourné, en charge de la stratégie industrielle, a annoncé 47 projets stratégiques d'extraction minière, de traitement et de recyclage en Europe. Il s'est rendu en début de semaine sur l'un des 2 sites sélectionnés dans la région, en l'occurrence la centrale géothermique de Rittershofen, dont l'objectif est d'extraire le chlorure de lithium des eaux géothermales, un procédé déjà mis en œuvre en Argentine par l'entreprise Eramet, associée ici à Électricité de Strasbourg. On écoute Stéphane Séjourné sur l'objectif de ces projets stratégiques. Les matières critiques premières ne peuvent pas être le gaz russe de demain. Et donc nous allons prendre les devants et nous avons créé en réalité un cadre réglementaire européen pour pouvoir justement avoir une stratégie. L'objectif est assez simple. En 2030, nous devons extraire nous-mêmes au moins 10% de ces 17 matières premières critiques et stratégiques. On doit pouvoir recycler au moins 25% de cette matière première qui aujourd'hui part à l'étranger, revient en Europe, reconditionné et retransformé, souvent dans les pays d'ailleurs asiatiques. Et on doit pouvoir transformer également cette matière première et donc la rendre utilisable pour nos industriels. Alors on pensait que l'extraction minière en Europe c'était du passé, eh bien non, elle est relancée ici pour ne plus dépendre d'un pays comme la Chine par exemple. Que faut-il penser de ces annonces? Est-ce que c'est une bonne nouvelle, Thomas Pellerin-Carlin? C'est une bonne nouvelle qu'on commence à prendre au sérieux le besoin de souveraineté européenne. Et l'extraction minière est un des éléments qui est essentiel, mais il faut avant tout penser à la sobriété. Comment est-ce qu'on réussit à produire des équipements qui ont besoin de la moins grande quantité de matériaux possible, et aussi au recyclage qui est la vraie voie de sortie tant d'un point de vue écologique que de souveraineté. Néanmoins, la question du lithium elle est importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que 80% du lithium mondial il est extrait dans des démocraties. La Chine, elle tient un rôle clé dans le raffinage du lithium et la fabrication de batteries. Mais quand on regarde la matière première, la moitié de la production mondiale, c'est en Australie, 25% c'est au Chili. Et ça a du sens de se poser la question d'en produire aussi en Europe, au Portugal, en Finlande, en Tchéquie et en France. Alors Marina Mezure, vous avez pu visiter le site de géothermie dont on a vu des images et qui va permettre donc d'extraire du lithium. Et vous avez été convaincu par le projet ? Tout à fait, c'est vrai que j'y suis allée il y a 1 an et j'ai pu voir sur place le fait que ça fait des années parce qu'elle est là depuis 8 ans. Et donc depuis 8 ans, on fait de la géothermie, mais on ne s'était jamais posé la question des minerais qui sont dans l'eau. Et c'est seulement il y a quelques mois, au moment où je me suis rendue sur place, qu'ils ont commencé à extraire du lithium. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant parce que justement, il y a un impact environnemental maîtrisé puisqu'on extrait le lithium de l'eau géothermale et donc on ne construit pas une mine pour justement extraire le lithium. C'est pour ça que le procédé était innovant. C'était une première en France et en Europe. Et c'est extrêmement bien que ça soit fait par la puissance publique aussi, je le dis, parce que cette centrale en question est gérée publiquement. Et je pense que quand il s'agit de géothermie, moi je crois beaucoup au potentiel de la géothermie, ça doit être géré par le public. Alors on va jeter un œil à cette carte. 47 projets stratégiques en Europe, dont 8 en France, mais également aux Pays-Bas, Monsieur Goetting. Comment cela est-il accueilli chez vous ? Pour le moment, on n'en parle pas trop dans le sens que tout le monde comprend que le monde a changé et est en train de changer rapidement. On ne peut plus dépendre autant à nos alliés comme avant. Comme ça a été dit, même si c'est des démocraties, ça ne garantit pas du tout que c'est des amis. Et pour l'instant, tout le monde est au courant qu'on va devoir faire beaucoup plus nous-mêmes et pour les matières premières, mais aussi pour les autres choses dans notre économie. Du coup, on accueille ça assez positivement.
Alors il s'agit donc de projets d'extraction, de traitement, de recyclage de terres rares et de métaux stratégiques. Je vous propose de découvrir le fonctionnement de la future raffinerie de lithium à Lauterbourg, autre projet sélectionné par la Commission européenne. Reportage de David Meneux et je ne sais plus. De la chaux mélangée à du carbonate de lithium, c'est la réaction de base pour obtenir l'hydroxyde de lithium, l'élément essentiel à la fabrication des batteries. Ici, on travaille au gramme. En 2028, il s'agira de dizaines de milliers de tonnes. Température, pression, qualité du réactif, ce sont là les derniers tests en laboratoire avant la phase industrielle. C'est important pour nous de trouver les bonnes conditions, que ce soit avec différents réactifs, différentes chaux ou différents carbonates de lithium, d'arriver à isoler ce lithium pour pouvoir le mettre à disposition de la chaîne de valeur de la batterie et d'avoir les meilleures performances sur les véhicules électriques. À Lauterbourg, les travaux de terrassement seront bientôt terminés. 21 hectares pour accueillir l'usine de raffinage de Viridian Lithium. La construction pourrait démarrer en 2026 et la production 2 ans plus tard. La matière première viendra d'Argentine ou du Chili. Elle arrivera par bateau au port autonome de Strasbourg. Plus de 28 000 tonnes de lithium purifié devraient sortir chaque année de l'usine. C'est 10% des besoins européens estimés. Viridian vient d'obtenir le statut de projet stratégique européen. Un sacré coup de pouce pour accélérer la production de lithium. Ça permet d'être plus crédible auprès des contreparties, que ce soit pour les contrats de vente du produit de l'usine ou d'achat des produits intrants dans l'usine. Ça permet aussi d'asseoir le statut auprès des investisseurs potentiels. Et c'est la combinaison de ces 3 facteurs qui, à la fin, fait qu'un projet voit le jour. Viridian promet une usine économe en eau et de mettre au point un procédé de recyclage du lithium des batteries. Alors, qu'est-ce que cela signifie projet stratégique? Ces projets sont soutenus par la Commission européenne, feront l'objet de procédures accélérées et sont soutenus financièrement. Comment cela va-t-il fonctionner et quel est l'intérêt de ce label? L'intérêt de ce label, et c'était dit d'ailleurs par un des acteurs économiques, c'est que ça donne un soutien politique à un projet économique. Une crédibilité. Une crédibilité. Donc ça peut permettre effectivement d'accélérer la délivrance des permis tout en respectant les normes environnementales qui existent, et c'est important, ainsi que les enjeux de consultation des populations locales. On y reviendra dans une seconde partie. Ouais. Mais typiquement, effectivement, c'est vrai qu'auprès d'un investisseur, que ça peut être une banque auprès duquel il faut emprunter de l'argent sur le long terme, c'est forcément un coup de pouce pour les projets qui ont bénéficié de ce soutien. Ça fait effet levier, en fait, en quelque sorte, c'est ça? Ça va faciliter en fait la négociation entre l'acteur économique et ses investisseurs, y compris les banques, qui vont se sentir plus à l'aise de pouvoir prêter à faible taux d'intérêt à des projets qui ont un soutien politique, comparé à des projets qui n'auraient pas ce label-là. C'était important de délivrer effectivement ce type de label. Là, c'est une première salve de 47 projets. D'autres projets vont suivre. Moi, sur la question du label, c'est quand même la question de comment on a déterminé ces projets. Parce que j'ai entendu, en tout cas, plusieurs ONG qui disaient que les différents candidats pour ces projets, il n'y a pas eu de liste publique, il n'y a pas eu de transparence, il n'y a derrière pas de société civile qui est impliquée dans le choix de ces projets. Donc moi, je pense que c'est bien beau de mettre un label, c'est important qu'on ait des tels projets parce que, comme le disait Thomas, il y a la question de la souveraineté derrière. Mais par contre, moi, je pense hyper important que la société civile soit pleinement impliquée parce que c'est des projets importants. Je pense qu'on y reviendra avec des impacts pour les habitants autour, pour l'environnement. Et donc, c'est pour ça que, de mon point de vue, là, il manque clairement une transparence dans comment on a choisi ces 47 projets et comment les accélérer, ça va être une deuxième phase, je pense, sur laquelle on va revenir, mais sur laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord. Monsieur Götting, il y a un problème de transparence, d'après vous, sur le choix. C'est comment ont été choisis ces projets? On nous a dit que c'était les projets les plus avancés qui avaient été ciblés parce qu'il faut aller vite. C'est ça. Je ne pense pas qu'on a le luxe, dans une certaine manière, de prendre encore des années, parce que c'est on est maintenant dans le stade de concrétiser les idées d'il y a 5 ans. Et du coup, on n'a pas encore 5 ans pour décider sur est-ce qu'on va commencer quelque part. Ce que je voulais dire, c'est que le label ne va pas faire le marché de la batterie, par exemple. On a vu Northvolt, le plus grand site de production de batteries en Suède, aller en faillite. Oui. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ?
parce qu'il n'y a pas assez de batteries qui sont commandées là-bas pour que la qualité de leurs batteries ne sont pas assez élevées. Et ça montre qu'on peut avoir on va dire, ces idées sur comment on va devenir autonome, mais il va devoir avoir une business case derrière, une marché derrière qui va pouvoir soutenir, pas avec de l'argent public, mais juste avec de l'argent de l'économie, et que ça fonctionne en lui-même. Parce qu'avec les subventions, on ne va pas pouvoir soutenir tous ces 47 projets jusqu'au bout. Non, l'idée, c'est vraiment de donner une impulsion, en fait. C'est ça. Il faut vraiment travailler sur le business case, sur comment ça va être rentable à la long terme et pas que ça devienne une très grand poids de subventions qui, en fait, rapportent pas d'argent pour ces gens qui investissent leur propre argent là-dedans. Alors, il est question de permis accélérés de 15 à 27 mois pour les délais d'octroi des autorisations, alors que, en fait, traditionnellement, ce type de projet nécessite souvent des années et des années, quelquefois une dizaine d'années, le temps que les permis soient délivrés. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement un risque de s'asseoir sur des critères environnementaux sous prétexte de souveraineté économique? Cela pose la question de l'acceptabilité, effectivement, de ces projets industriels par les riverains. Un projet de forage exploratoire pour du lithium à Soufflenheim provoque inquiétude et questionnement, comme on va le voir dans ce reportage de Karine Gellébar. Il a d'abord fallu pousser les murs, refuser du monde même, en promettant une réunion supplémentaire dans les prochains jours. Mobilisation peu habituelle pour une réunion publique qui, avant même le début des débats, installe une tension. 350 personnes et leurs inquiétudes face au projet que Lithium de France tente de leur expliquer. L'entreprise agnovienne a déposé une demande de forage exploratoire sur une friche industrielle de Soufflenheim pour étudier la possibilité d'y installer une centrale géothermique avec extraction de lithium. Les habitants n'en veulent pas et sont là pour le dire fermement. Existe-t-il aujourd'hui une réglementation qui définisse une distance de sécurité minimale pour ce type d'exploitation ? Proximité des habitations, risques sismiques, nuisances. Les questions sont nombreuses et pour certaines très précises. Arrêté préfectoral du 29 novembre 2023. Interdiction de travaux de nuit. Je cite. L'alimentation n'est pas bruyante, il n'y a pas de groupe électrogène, il n'y a pas tous les nuisances qui ont pu être connues sur d'autres forages. Les réponses, elles, trouvent peu d'écoute dans une hostilité bruyante. Est-ce que vous dormez tranquille la nuit? Parce que nous, on ne dort pas tranquille la nuit et on est très en colère. 2 heures d'affrontement et chacun repart avec ses certitudes. On n'est pas contre le lithium ni la géothermie, je rejoins Lithium de France sur ce point. Mais aujourd'hui, la distance n'est pas acceptable. Ils sont trop proches et il nous faut encourir des risques trop grands. La dépréciation de la valeur des maisons, l'inquiétude par rapport au risque de fissures, de séismes et de pérennité des conditions de vie dans le village. L'enquête publique va se poursuivre jusqu'au 3 juin, mais l'avis des habitants est déjà parfaitement clair. Alors on l'entend bien dans le reportage, on n'est pas contre le lithium ni la géothermie, mais les gens s'inquiètent et souvent à juste titre. Est-ce qu'on ne sous-estime pas la défiance de la population face à des projets qui risquent effectivement d'occasionner de véritables nuisances? Je ne sais pas qui veut réagir en premier. Oui, moi je comprends la colère, je comprends le désarroi aussi des populations. Quand on voit en plus que, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des projets extrêmement conséquents, avec des conséquences importantes sociales et environnementales. Et derrière, ce que fait le gouvernement, notamment en France, mais l'Europe de la même manière, c'est d'accélérer sans consulter. Je dis ça parce que, vous le savez, il y a eu la loi de simplification de M. Bayrou en France qui fait qu'on outrepasse le Conseil national sur le débat public. Donc concrètement, sur les projets industriels, là où absolument on a besoin d'une démocratie locale, où on a besoin que les gens soient consultés, qu'ils fassent partie prenante totale du projet, si on veut que ce projet aboutisse, eh bien on est de moins en moins consultés. Et ça, c'est extrêmement problématique. Et en plus, là, on va être dans des procédures accélérées, et là, on va 15 à 27 mois. Donc, comment on fait pour concilier tout ça? Et là, on est donc déjà, effectivement, on consulte la consultation locale, la consultation de la population est absolument essentielle avant tout projet. Donc ça, c'est déjà un premier point. Pour qu'il y ait une acceptabilité, sinon ce sera très compliqué quand même. Et derrière aussi, mais c'est pas seulement la consultation pour dire, et donc on impose un projet. La consultation, c'est aussi de se dire quels sont les besoins. C'est-à-dire, là, on ouvre plusieurs mines de lithium, mais
qui a déterminé quels sont nos besoins en lithium? Qui s'est mis autour d'une table pour les définir? Personne. Donc aujourd'hui, c'est la course. On se dit on a besoin du lithium, on ne sait pas pour faire quoi. Si c'est du lithium pour la bifurcation écologique, c'est-à-dire pour des voitures électriques, pour des batteries, pour des éoliennes dont on a besoin pour la transition, d'accord. Mais si c'est du lithium pour des panneaux publicitaires... vous voulez dire qu'il faut à la fin justifier les moyens, c'est ça. Monsieur Göttingen, est-ce qu'aux Pays-Bas, vous avez aussi ce type de réaction déjà sur des projets qui sont en cours? Mais on a eu ça et ça s'est évolué au nord où on a une extraction de gaz à Groningen, c'est la province le plus au nord des Pays-Bas. Et le gouvernement et les gouvernements conséquents, c'est avec ça qu'on a payé beaucoup de choses aux Pays-Bas, avec les gaz à très faible prix. Faible qualité aussi, mais ça a beaucoup poussé l'économie néerlandaise pendant des décennies. Sauf qu'on n'a jamais investi dans, par exemple, les séismes et qui ont été les conséquences de ces extractions. Parce qu'il y a des risques qui ont été nommés aussi. Quand on extrait quelque chose de la terre, il y a des mouvements géologiques qui sont produits. C'est des risques réels et il faut être honnête là-dessus. Et surtout, il faut avoir des programmes de correction et de compensation derrière qui vont montrer aux personnes et aux habitants que leurs inquiétudes sont prises au sérieux. Alors, du fait des procédures accélérées, est-ce qu'il faut aussi une vigilance particulière, Thomas Pellerin-Carlin? Dans tous les cas, il faut une vigilance particulière, surtout quand on parle de projets d'extraction. La mine 100% propre, ça n'existe pas. Et donc, du coup, il faut qu'il y ait une véritable vigilance scientifique avec des organismes indépendants des entreprises, par exemple des organismes étatiques, qui sont capables de mener des enquêtes et qui aient un contrôle. Et toujours dans ce citoyen. délai imparti, 15 à 27 mois, ça semble quand même très juste, non? Alors, ça peut tout à fait être fait très très vite. Généralement, la plupart des études environnementales sur ce type de projet-là, en 12 à 24 mois, elles peuvent être faites. Et pour les projets d'extraction minière, on n'est pas sur 15 mois, on est sur 27 parce que c'est justement les projets les plus lourds en termes d'impact structurel sur l'environnement. Et après, il y a l'enjeu du contrôle démocratique qui n'est pas simplement au moment du choix de est-ce qu'on fait le projet ou pas, mais aussi de quel type de projet est fait. Parce qu'il y a plusieurs manières d'extraire du lithium, par exemple, dans l'Allier. Et donc, du coup, les élus locaux, les citoyens doivent participer à la prise de décision sur quel type de projet ils souhaitent et après de contrôler ça sur toute la durée de la mine. Une mine, ce n'est pas quelque chose qu'on ouvre comme ça, puis 6 mois après, c'est fini. Ça engage sur des décennies, c'est des sites qui vont continuer à produire pendant des décennies et après qu'il n'y aura plus de production, il faudra aussi voir quel avenir donner au site. Donc il y a besoin vraiment d'avoir un contrôle scientifique et un contrôle démocratique, à la fois dans la prise de décision de si on fait le projet ou pas, de comment est-ce qu'on le fait, et après de bien contrôler les choses pour éviter des problèmes qu'on a eu en France, par exemple, avec certaines mines d'or qui suintent encore de l'arsenic. C'est le cas, par exemple, en Occitanie. Donc il faut vraiment éviter ça. Ce qui est important pour nous aussi, parlementaires européens, c'est d'avoir un débat qui est enraciné. Moi, avant, par exemple, de pouvoir revenir ici... D'ailleurs, juste, vous dites parlementaire européen, dans quelle mesure le Parlement a-t-il été associé au choix? Apparemment, pas du tout. Au choix de ces 47 projets stratégiques? Alors, le Parlement européen précédent a fixé le cadre dans le cadre du coup d'une législation européenne sur les matériaux critiques. Et là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est contrôler comment la Commission met ça en œuvre, et notamment, Marina Mesure le soulignait, quels ont été les critères objectifs de sélection de ces 47 Donc vous avez, vous, un devoir de vigilance, effectivement, particulier. Fondamental de contrôle démocratique de l'exécutif européen qui est la Commission européenne. Mais ce qu'il faut aussi, c'est qu'on a un débat qui est enraciné. Donc moi, par exemple, pour préparer cette émission-là, j'ai échangé avec des gens de Place Publique, mon parti politique, qui sont dans l'Allier et dans le Cantal, qui sont capables de me dire concrètement comment les choses se passent. Oui, donc il faut préciser que l'Allier, c'est le plus gros projet d'extraction de lithium en France. Tout à fait. Et ce projet-là, s'il venait à voir le jour, pourrait produire suffisamment de lithium pour 700 000 à 1 million de voitures électriques par an en France, ce qui est vraiment considérable. Mais ça demande véritablement de laisser le temps à la démocratie. Et moi, je préfère prendre 3 mois de trop pour que le projet soit réellement accepté et porté par les citoyens et les élus locaux que d'y aller, si je puis dire, permettez-moi l'expression, comme des bourrins, et de se retrouver dans une situation où il y a une ZAD ou une fronde qui aurait pu être évitée. Alors, plus large... Oui, vous vouliez encore réagir? Juste parce que, comme on parlait de l'Allier, il y a juste un point qui n'a pas été mentionné dans l'intervention, où il y a des choses que je partage, mais c'est aussi qui porte ces projets en termes d'entreprise. Parce que dans l'Allier, on a une multinationale comme Imerys, qui derrière est en ce moment condamnée pour pollution et escroquerie dans ses activités au Brésil. Donc ça repose à nouveau la question de qui doit faire ces mines.
Et c'est pour ça que nous portons la question d'un pôle public minier, comme c'était le cas à l'époque quand il y avait le charbonnage. Donc au niveau du charbon, c'était l'État qui gérait. Eh bien, à nouveau, sur les mines, qui est une extraction extrêmement stratégique et qui va durer très longtemps. Et qui va durer très longtemps, ça ne peut pas être des entreprises privées. Il faut que ce ça soit doit la être fait publique, dans les meilleures normes environnementales et sociales. Pour cela, il ne peut avoir aucune logique de rentabilité derrière. C'est pour ça que nous portons le fait aussi, et on ne l'avait pas mis dans le débat, c'est pour ça que je le rajoute, que ce soit une gestion publique, parce que ça permettra de faire des projets qui soient aussi en adéquation avec l'intérêt général. Plus largement, cela pose la question de la réindustrialisation de l'Europe, car ces matières premières dont on parle depuis le début de l'émission doivent servir à la fabrication, vous le disiez, les uns et les autres, de batteries pour des voitures électriques, pour construire des panneaux solaires, des radars ou des sonars dans l'industrie de la défense. Pendant longtemps, l'Europe n'avait pas de politique industrielle. Depuis la crise du Covid, les 27 ont pris conscience de notre dépendance vis-à-vis de la Chine, de l'Inde. L'invasion de l'Ukraine a encore accéléré les choses. Cette prise de conscience tardive a-t-elle changé la donne? Et est-ce qu'on peut actuellement parler de réindustrialisation de l'Europe ? Il y a une vraie révolution copernicienne là-dessus. Puis le simple fait d'entendre un homme politique de la droite néerlandaise nous dire qu'il faut produire plus chez nous, on peut dire que c'est quand même relativement nouveau. Et on a tous et toutes, quelles que soient nos nationalités et nos couleurs politiques, pris conscience du fait que, pris entre l'ours russe et l'idiot de Washington, on était quand même dans une situation très très périlleuse pour l'avenir de la civilisation et de la démocratie européenne, et qu'il faut prendre notre destin en main. Et ouais, Monsieur Wetting, oui. Prendre nos destins en main, c'est un très grand mot. C'est des très grands mots, parce que c'est quand même encore une illusion qu'en termes de ou économie ou de sécurité, que l'Europe a son destin en main. Je pense même dans un monde où en fait les dépendances sont tellement grandes, ça va toujours être très compliqué d'avoir complètement son destin en main. On voit maintenant, en fait, c'est Trump qui veut ça, qui fait ça. Oui. Et il fait ça, et tout le reste du monde doit payer pour ça. Du coup, quand on parle de ça, il faut être très lucide sur qu'est-ce qu'on veut. Parce que pour l'instant, à Rotterdam, la pétrochimie est en train de partir. Pourquoi ? Pourquoi? Par certains problèmes de marché, des tarifs, mais aussi qu'aux États-Unis, ils peuvent être beaucoup plus tranquilles, moins d'impôts, moins de même encore contrôle. Actuellement, avec Donald Trump Même encore actuellement, on est encore en déclin industriel. Du coup, les idées ici, on parle beaucoup de la réindustrialisation, mais pour faire l'acier, le ciment ou la pétrochimie en Europe, il n'y a pas de business case. Il n'y a pas de raison pour ArcelorMittal d'investir en Europe. Pourquoi ? Parce que l'acier qu'on fait ici, on ne peut pas exporter le reste du monde. C'est simplement le problème de conditions de marché pour eux qui leur empêche, et beaucoup à voir avec des réglementations aussi environnementales qu'on a imposées les dernières années. Et surtout là-dessus, on a aussi commencé à faire une réflexion, c'est est-ce qu'on ne doit pas faire regarder plus la position de compétitivité de nos entreprises. Et je suis content qu'on a fait ça aussi cette semaine au Parlement européen. Marine à mesure. Oui, je réagis sur le dernier point, la compétitivité de nos entreprises. Pour moi, le principal enjeu, c'est la politique énergétique désastreuse de l'Union européenne. C'est-à-dire que l'énergie est beaucoup plus chère ici qu'aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, c'était le rapport Draghi qui le mentionnait encore il y a quelque temps. On ne va pas pouvoir réindustrialiser lorsqu'on ne maîtrise pas les prix de l'énergie, lorsqu'on a un prix de l'énergie totalement spéculatif qui ne correspond à rien par rapport à nos coûts de production. Et ça, c'est un véritable enjeu sur lequel aucune réponse est apportée au niveau européen. Et donc, on ne va pas pouvoir réindustrialiser avec la libéralisation du secteur de l'énergie. On ne va pas pouvoir réindustrialiser avec les politiques commerciales actuelles et les accords de libre-échange qu'on continue à signer à tour de bras, notamment avec l'Inde, un des plus gros producteurs d'acier, au moment même où on se dit qu'on va sauver l'acier en Europe. C'est là où il y a un souci. Je vous ai vu réagir sur le prix de l'énergie. Il y a vraiment un point central dans ce débat-là. Enfin, tout ça, tout ce qu'on vit là, cette grande crise qui dévaste des pans de notre industrie, elle a démarré quand ? Elle a démarré en 2021. En 2021, il n'y avait pas une politique environnementale du pacte vert européen qui était adoptée. En 2021, c'est pas le système, la manière dont on organisait le marché qui a évolué, etc. En avril 2021, le prix du gaz en Europe, il est à 20 €. En décembre 2021, le prix du gaz, il est à 100 €. La personne qui a causé ça, c'est Vladimir Poutine.
qui a choisi de baisser ses livraisons de gaz avant même sa tentative d'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Et donc là, on paye les pots cassés de décennies de décisions politiques qui ont fait le choix des énergies fossiles, et en particulier le choix des énergies fossiles russes. Et Poutine a utilisé cette faiblesse qu'on a créée nous-mêmes, que les décideurs des années 2000-2010 ont créée, dont la France et l'Allemagne, l'Autriche, mais pas que. Et on paye les pots cassés de ça. C'est quoi la voie de sortie ? La voie de sortie, comment on fait, la voie de sortie, enfin, je veux dire, le gaz sera toujours plus cher en Europe qu'aux États-Unis parce que si vous faites des trous dans mon jardin, vous n'allez pas trouver du gaz. Le Calvados, c'est pas le Texas. Par contre, la voie de sortie qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on peut produire en termes d'énergie chez nous et est-ce qu'elles sont viables économiquement ? Et elles le sont. Donc en fait, tous les efforts qu'on a fait pour la question climatique, avec les éoliennes, les panneaux solaires, la géothermie, les pompes à chaleur, etc., et les batteries, c'est des efforts qui vont être aussi payants d'un point de vue de compétitivité industrielle parce que c'est à la fin, grâce à l'énergie du vent, du soleil et des autres sources naturelles qu'on a en Europe, qu'on pourra avoir des très faibles prix de l'électricité et qui vont permettre du coup à notre industrie de pouvoir continuer à produire des équipements dont on a besoin pour garantir la survie de notre démocratie européenne au XXIe siècle. Mais ça va encore prendre du temps. Donc rapidement, chacun une petite conclusion. Pour l'instant, les industriels ne sont pas convaincus parce qu'en fait, ils sont en train de chercher des autres endroits pour faire leur production. Et en fait, ce que j'aimerais bien en voie de sortir, c'est une vraie intégration de l'union énergétique que la France a toujours bloquée, aussi pour protéger son filière nucléaire. Parce que la compétition avec des renouvelables, un mot juste à Marina Besure, parce qu'on va bientôt conclure. Il faut qu'on aille vers plus de souveraineté industrielle. Cette souveraineté industrielle doit se faire, et ces politiques industrielles doivent se faire de manière démocratique en associant les citoyens pleinement. Et je pense qu'on est vers la fin. Absolument. Merci beaucoup. L'émission touche à sa fin. Vous l'avez entendu. Merci pour votre participation. Merci de nous avoir suivis. Et bon dimanche.